Bonjour, aujourd'hui une vidéo, la dernière d'ailleurs pour le chapitre 4 sur la commande réflexe du muscle, une vidéo pour parler des synapses chimiques. Dans le cadre du réflexe myotatique, vous avez vu qu'il existait une synapse entre le neurone sensoriel et le neurone moteur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'un réflexe ou d'un arc, le réflexe monosynaptique. Et donc on a comme objectif dans cette vidéo d'aller un peu plus loin sur l'anatomie et le fonctionnement d'une synapse. Alors dans cette diapo, vous pouvez remarquer qu'il y a plusieurs neurones représentés. 5 neurones qui sont tous capables de se connecter les uns aux autres et capables d'échanger de l'information, des messages nerveux. Ici par exemple, le neurone 1, j'ai la terminaison de son axone qui véhicule des messages nerveux sous la forme de fréquences de potentiel d'action, et ce neurone va pouvoir transmettre cette information au neurone 2, qui lui va pouvoir ou non transmettre ce message au neurone 4, ainsi de suite. Donc on a entre les neurones ici des jonctions particulières spécialisées qu'on va appeler des synapses, où l'information va pouvoir passer d'un neurone à un autre. Dans ce cadre-là, on parle de synapse neuroneuronique. J'ai une synapse ici excitatrice neuroneuronique, une autre synapse ici, d'autres synapses ici entre neurones. Donc la synapse en fait est une jonction très particulière qui va permettre à l'information de passer d'un neurone à l'autre, ou d'un neurone, n'oubliez pas aussi, à un muscle. Ici vous avez le neurone 4 qui émet un long prolongement axonique dans lequel peut circuler sous la forme de fréquence de potentiel d'action des messages, et il peut transmettre ces informations aux fibres musculaires pour ordonner la contraction de ces fibres. Donc dans ce schéma, vous avez ici ce qu'on appelle une synapse neuromusculaire. Donc soit on a des synapses entre neurones, neuroneuroniques, ou entre un neurone et un muscle neuromusculaire. Et que ce soit l'une ou l'autre, on a deux types de synapses. On a soit des synapses dites excitatrices, qui vont permettre à l'information de passer d'un neurone au suivant, soit des synapses inhibitrices qui vont au contraire empêcher l'information, on le voit ici par exemple, de passer d'un neurone à l'autre neurone. Donc à vous de bien comprendre l'organisation, le fonctionnement et d'être capable d'identifier ces deux types de synapses. Alors si on schématise vraiment de manière très simple la jonction donc qu'on appelle synapse, vous avez trois éléments en fait qui constituent une synapse. Vous avez toujours ce qu'on appelle un élément présynaptique qui est, et il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, la terminaison de l'axone. Vous avez toujours ce qu'on appelle une discontinuité physique, une séparation de quelques dizaines de nanomètres avec le dernier élément qu'on appelle l'élément postsynaptique qui peut être de deux natures. On l'a vu dans la diapo précédente, soit un neurone et cette jonction est appelée une synapse neuroneuronique, soit un muscle. Et on parle de synapse neuromusculaire. Alors on va rajouter encore des structures. L'élément présynaptique en fait est différent par sa composition de l'élément post, en effet. Donc déjà c'est par là qu'arrivent les potentiels d'action. Les potentiels d'action arrivent exclusivement, sont acheminés par la terminaison de l'axone qui représente l'élément présynaptique, et cet élément présynaptique possède justement ici des vésicules remplies de molécules chimiques qu'on appelle des neurotransmetteurs. Une vésicule, c'est une petite poche dans laquelle il y a des milliers de petites molécules chimiques qu'on appelle des neurotransmetteurs ou neuromédiateurs. Ces vésicules sont spécifiques de l'élément présynaptique. Ensuite, on va pas le voir sur une photographie en microscope électronique d'une synapse, mais ils existent et il faut les imaginer ici. Il existe donc sur la membrane de l'élément postsynaptique des récepteurs qui sont des protéines qui sont capables, on le verra, de fixer les neurotransmetteurs. Donc là, vous avez l'anatomie, l'organisation d'une synapse dite excitatrice, où l'information qui arrive via l'élément présynaptique va être transmise à l'élément postsynaptique. Et on voit par la structure justement de ces deux éléments, on va comprendre que la synapse fonctionne en sens unique, l'information peut passer du pré au post, mais jamais dans le sens inverse. Et évidemment, la différence de structure, ici les vésicules et ici les récepteurs, explique ce fonctionnement en sens unique. Alors vous devez, dans le cadre par exemple d'exercice 2D au bac, être capable de repérer et d'orienter, de légender une synapse. Voici ici une image en microscopie électronique d'une synapse, grossie plusieurs centaines de milliers de fois. Donc ici je surligne pour vous aider la membrane plasmique d'un élément, la membrane plasmique d'un deuxième élément. Donc ici on a bien deux éléments qui se font front, séparés par une discontinuité physique, ils ne se touchent pas. Donc ici évidemment je vais repérer rapidement la présence de vésicules synaptiques, ce qui va me permettre d'orienter ma synapse et de repérer mon élément présynaptique. Je sais que cet élément présynaptique correspond en fait à la terminaison d'un axone, ce qu'on appelle aussi le bouton synaptique. Du coup, cette discontinuité physique dont j'ai parlé correspond à la fente synaptique, dans lequel il y a de l'eau, des minéraux, il y a liquide, mais il n'y a pas de contact physique avec le dernier élément ici, qui est l'élément postsynaptique, qui en fait correspond ici sur l'image, on peut repérer ici les fibres contractiles, les fibres motrices. Donc en fait ici on a une photographie au microscope électronique d'une synapse neuromusculaire que l'on peut orienter.
Une autre image pour vous familiariser aussi, là évidemment à vous de repérer les différents éléments de cette synapse au microscope électronique. Ici j'ai repéré que les potentiels d'action vont arriver par cet élément, parce que cet élément je l'ai identifié comme un élément présynaptique, parce que, et c'est ce seul argument, il présente les vésicules synaptiques. Du coup ici j'ai la discontinuité physique qui sépare donc cet élément pré de mon élément post, qui est ici une dendrite d'un neurone. Donc là le potentiel va pouvoir passer de l'élément pré à l'élément post au niveau de cette jonction que je peux qualifier de synapse neuroneuronique. Voilà, donc maintenant qu'on a compris l'anatomie, on va discuter du fonctionnement de la synapse. Avec ce schéma, on va placer les différentes étapes. Donc ici, repérez déjà les éléments, l'élément présynaptique, la fente, l'élément postsynaptique. Vous avez compris que l'EPA, en fait, c'est la première étape correspond à l'arrivée des potentiels d'action, à l'arrivée d'une certaine fréquence de potentiel d'action. Ces potentiels d'action ne pourront pas traverser cette discontinuité physique, puisque le potentiel d'action correspond à des mouvements d'ions de part et d'autre de la membrane. Donc ils ont besoin de ce support membranaire. Donc en fait, les PA qui arrivent n'arriveront jamais à traverser la fente. Ils vont faire appel à des médiateurs chimiques, des neurotransmetteurs, puisque c'est l'arrivée du PA qui va provoquer en fait ce qu'on appelle l'exocytose des vésicules. Les PA vont permettre aux vésicules de se déplacer, de migrer, de venir fusionner avec la membrane de cet élément présynaptique et de libérer les médiateurs chimiques ou les neurotransmetteurs dans la fente, à faire bien le lien entre l'arrivée des PA et le phénomène d'exocytose. Troisième étape, ces molécules chimiques vont diffuser passivement dans la fente et venir former ce qu'on appelle un complexe neurotransmetteur-récepteur. Il y a ici, comme pour un complexe enzyme-substrat ou anticorps-antigène, une complémentarité de forme et une affinité chimique entre le neurotransmetteur libéré dans la fente et le récepteur présent, rappelez-vous, sur la membrane de l'élément postsynaptique. Ce complexe, en fait, va modifier la forme de la protéine. Le récepteur est une protéine, et cette protéine est une protéine dite canal, et la fixation du neurotransmetteur va ouvrir un canal. Du coup, la membrane, si j'ouvre différents canaux, cette membrane devient perméable, et si je fais rentrer un flux d'ions, je vais pouvoir dépolariser ou modifier en fait le potentiel de l'élément postsynaptique. Par exemple, on va le voir en détail juste après, mais si je fais rentrer des charges positives, je peux éventuellement faire naître un nouveau PA. Et donc le PA va partir d'un élément postsynaptique. On n'oublie pas une dernière étape qui est importante, l'étape 6, où en fait il existe dans la membrane, dans la fente synaptique des enzymes capables d'hydrolyser le neurotransmetteur pour le détacher en fait du récepteur. Du coup, en enlevant par hydrolyse le neurotransmetteur, le récepteur canal se ferme, ce qui va éviter de faire fonctionner la synapse en continu. En refermant les canaux, on va arrêter le fonctionnement de cette synapse. Donc ici, vous avez compris en fait que au niveau d'une synapse excitatrice que j'ai schématisée ici, à aucun moment en fait le potentiel d'action où les potentiels d'action ne peuvent traverser la fente, il est plus juste de dire qu'en fait au niveau de la synapse vous allez régénérer un potentiel d'action. Et on voit ici qu'on a utilisé un médiateur chimique, puisqu'on passe ici de courant ionique via un médiateur chimique à la naissance de nouveaux courants ioniques et un nouveau PA. Donc on régénère au niveau de la synapse un potentiel d'action, comme on est capable de générer un PA au niveau des récepteurs sensoriels, comme les fuseaux neuromusculaires. Voilà, alors pour finir, je vais comparer la synapse excitatrice et la synapse inhibitrice. Alors la synapse excitatrice, si j'essaie d'enregistrer la tension qui règne dans mon neurone postsynaptique ici en violet, lorsque je fais fonctionner cette synapse, c'est-à-dire que je fais arriver des potentiels d'action par l'élément présynaptique, je vais provoquer l'exocytose, donc les médiateurs chimiques vont être libérés, vont agir sur les récepteurs, et les récepteurs, on l'a dit, vont s'ouvrir, ce sont des protéines canal. Du coup, dans le cadre d'une synapse excitatrice, on voit le résultat, vous allez créer dans l'élément postsynaptique une légère dépolarisation du neurone postsynaptique. Et il y a deux cas de figure, si cette légère dépolarisation n'est pas suffisante, ne permet pas d'atteindre le potentiel seuil, vous ne ferez pas naître de PA, soit au contraire, vous avez suffisamment fait rentrer de charges positives pour que cette dépolarisation atteigne le seuil, et dans ce cas-là, vous faites naître un potentiel d'action. Alors comment expliquer cette action sur le neurone postsynaptique? Il suffit de se rappeler que ici sur la membrane de mon élément postsynaptique, il y a des récepteurs aux neurotransmetteurs canaux. Ici en vert, les neurotransmetteurs se sont fixés. Du coup, la protéine canal s'ouvre, le canal s'ouvre, et dans le cadre d'une synapse excitatrice, j'arrive via ces canaux verts à faire rentrer des charges positives, des ions Na+ sodium. Du coup, si je fais rentrer des ions sodium, vous comprenez, je vais créer une dépolarisation dans mon élément postsynaptique, qui peut éventuellement atteindre le seuil et faire naître un PA. Donc on est dans le cadre d'une synapse excitatrice qui permettra la transmission de l'information. Dans le cadre d'une synapse inhibitrice, le départ est le même, c'est-à-dire vous faites là aussi arriver des potentiels d'action qui vont provoquer une exocytose.
donc une libération des neurotransmetteurs qui vont ouvrir aussi des canaux. Sauf que si on regarde l'état de mon neurone postsynaptique dans le cas d'une synapse inhibitrice, on s'aperçoit que là, le fonctionnement de la synapse crée au contraire une légère hyperpolarisation du neurone postsynaptique, puisque ce dernier se retrouve momentanément à un potentiel de moins 80 mV. De cette manière, comme on l'éloigne ce neurone postsynaptique du potentiel seuil nécessaire à la genèse d'un PA, on évite évidemment la naissance d'un PA, on limite les chances de voir naître un PA dans cet élément. Donc ici, une synapse inhibitrice provoque, je répète, une hyperpolarisation du neurone postsynaptique. Alors comment l'expliquer? De la même manière, si je zoome sur la membrane plasmique, on reconnaît ici la membrane, les récepteurs qui ont fixé le neurotransmetteur. Le complexe forme une protéine canal qui s'ouvre, sauf que là on peut imaginer que ces neurotransmetteurs ouvrent des canaux qui laissent rentrer les ions sel moins les ions chlore. Et donc en faisant rentrer des charges négatives, vous hyperpolarisez le neurone postsynaptique. C'est comme ça que fonctionne une synapse inhibitrice. On diminue les chances de voir naître un PA en éloignant le potentiel du neurone postsynaptique du potentiel seuil. Voilà, à retenir donc dans cette vidéo l'organisation d'une synapse, 3 éléments, l'élément présynaptique qui est toujours une terminaison axonique, la fente synaptique qui est une discontinuité physique, qui ne laissera pas passer le potentiel d'action, et enfin l'élément postsynaptique qui est dépourvu de vésicule synaptique, à la différence de l'élément présynaptique, mais qui possède sur la membrane, cet élément postsynaptique, sur sa membrane, des récepteurs canaux spécifiques des neurotransmetteurs. N'oubliez pas d'expliquer en détail le fonctionnement d'une synapse, l'arrivée des potentiels d'action qui provoquent l'exocytose, les neurotransmetteurs qui se fixent sur le récepteur canal s'ouvre, ce qui va provoquer une variation du potentiel de l'élément postsynaptique. N'oubliez pas aussi de retenir que les neurotransmetteurs ne restent pas tout le temps sur ces récepteurs, il y a des enzymes qui vont les hydrolyser et on va les récupérer pour arrêter de faire fonctionner la synapse. N'oubliez pas aussi qu'il y a 2 catégories de synapses, l'excitatrice qui, lorsqu'elle fonctionne, va permettre dans l'élément postsynaptique de créer une dépolarisation qui, si elle atteint le seuil, peut être à l'origine des PA de l'élément postsynaptique, et les synapses inhibitrices qui, lorsqu'elles fonctionnent, vont au contraire hyperpolariser l'élément postsynaptique et l'éloigner du potentiel seuil nécessaire à la genèse d'un PA. N'oubliez pas aussi qu'il y a un codage au niveau de la synapse. On avait vu que l'intensité d'un stimulus est codée en fréquence de PA. Et bien cette fréquence de PA va être convertie en concentration de neuromédiateurs libérés dans la fente. C'est comme ça que le codage est conservé au travers du fonctionnement synaptique. Et pour finir, vous avez vu aussi que toutes les synapses peuvent être modifiées, en tout cas le fonctionnement synaptique peut être modifié par l'action des drogues, et il y a 2 grandes catégories, c'est un peu simpliste mais ça suffira. Il y a ce qu'on appelle les molécules antagonistes, comme le curare, sont des molécules qui peuvent se fixer à la place des neurotransmetteurs, notamment sur les récepteurs postsynaptiques, mais sans avoir leur effet. Et par exemple, si le curare en fait est un antagoniste de l'acétylcholine, c'est-à-dire qu'il va se fixer à la place de ce neurotransmetteur endogène, mais il va pas être capable, de provoquer une ouverture des canaux, et donc il sera incapable de faire naître des potentiels d'action au niveau musculaire, d'où la paralysie. Et puis vous avez des molécules qu'on qualifie plutôt d'agonistes, qui sont des molécules qui ont à peu près les mêmes effets que les neurotransmetteurs endogènes. Par contre, ces effets sont amplifiés parce que la molécule est plus concentrée et elle a une durée d'action plus importante sur le récepteur postsynaptique. Voilà les grandes lignes à mémoriser sur le fonctionnement des synapses.